heureusement cette opinion de la masse, du peuple et de la base. Parce que c'est nous qui faisons dire à la base ce que nous aimerions entendre. Parce que parfois, elle se confie, elle a abusivement, parfois, nous abusons de la confiance que le peuple place en nous, en lui faisant dire des choses qu'elle n'aurait pas dites d'elle-même, de cette population-là. Donc, expliquer le bien fondé d'une posture à un moment donné, sachant très bien que ce n'est pas parce qu'un candidat n'est pas allé aux élections que ça signifie sa mort politique, parce qu'il appartient à un groupe qui va au-delà du député. Ouais. Ce n'est pas sa mort politique, mais c'est tout de même une disette politique. Et ça, vous qui êtes politicien, vous le savez bien sûr. Vous savez ce que je vous propose, hein? On va prendre, c'est l'heure du bulletin, on va suivre le bulletin et je vous propose de revenir après, surtout que nous avons besoin aussi d'avoir vos sentiments par rapport à l'engagement des femmes en politique, vu que c'est le sujet d'ailleurs de notre forum de discussion. Vous permettrez qu'on vous arrache encore quelques minutes juste après le bulletin de l'information. C'est tout de suite une présentation de Arouefa Précieuse Akwekhon. Il est déjà 7 h par ici à Cotonou, c'est l'heure donc du bulletin de l'information, une présentation ce jour de Précieuse Arouefa Akwekhon. Bonjour. Bonjour Ricardo, bonjour Serge, amis téléspectateurs, bonjour. Très ravi de vous retrouver ce matin et comme Ricardo l'a dit, c'est le bulletin d'information. Le parti La Lumière a reçu mandat de ses membres pour adhérer au bloc progressiste, mais pourquoi le parti a fait ce choix et qu'en attend les membres et sympathisants du parti, Blaise Adanko et Wenceslas Sawaïmo nous en parlent. La principale information au thème du congrès extraordinaire du parti La Lumière, entendez PL, se résume en cette phrase. Nous portons solennellement notre choix sur le bloc progressiste. Pour en arriver à ce choix, les militants et sympathisants évoquent leurs raisons. Il s'agit du bloc de la mouvance présidentielle partageant les idéaux de soutien des actions de développement du chef de l'État. Il s'agit d'un bloc constitué de mouvements et partis politiques qui ont montré leur sérieux par le passé. Il s'agit d'un bloc disposant de partis politiques ayant un électorat clairement justifié et plus ou moins consistant. Le PL est porté par Paul Lokossou Keita. Ce mouvement politique veut en clair se conformer à la réforme du système partisan. Notre parti est arrivé à un tournant décisif de son histoire. Un moment où nous sommes enclins à de grandes décisions. Le moment d'une intégration pour répondre aux exigences de la reconfiguration de la vie politique de notre pays, induit par ailleurs par la nouvelle charte des partis politiques et de la refonte du système partisan au Bénin. Notre environnement politique a besoin de profondes réformes auxquelles le PL vient d'accéder. Nous allons désormais rester ensemble pour lutter contre ceux-là qui sont des détracteurs du pouvoir d'État. Le parti La Lumière prend l'envol pour une nouvelle ère politique. Avec loyauté, courage et ténacité, il promet se mettre dans la lutte dès les législatives prochaines. Pour leur part, la nouvelle force démocratique NFD et le Forum africain pour la restauration, la réconciliation et l'émergence optent pour la dynamique républicaine. Il faut dire que ces deux partis disparaissent désormais et se lancent aux côtés des républicains. On en parle avec Boniface Kolaole Biaou et Benjamin Denayon. Ces assises de Banikwara consacrent la dissolution des partis Nouvelle Force démocratique NFD et Forum africain pour la restauration, la réconciliation et l'émergence FARE. Désormais, ces deux forces intègrent la grande famille politique, la dynamique républicaine. Les responsables de ces deux formations politiques expliquent leur choix. À l'heure où nous parlons, nous sommes au Bénin
à 260 partis politiques régulièrement enregistrés au ministère de l'Intérieur. Ce qui fait que, du point de vue de la gestion politique, il y a un problème. L'instabilité, les mésententes, ce qui compromet dangereusement le développement de ce pays. Sabaï Kate et Léon Biobigou, une fois encore, à l'occasion de leur congrès, renouvellent avec leur base leur engagement à soutenir les actions du président Talon pour le développement du Bénin. Nous sommes dans la logique de la nouvelle charte des partis politiques que nous, députés à l'Assemblée nationale, nous avons voté. Alors, dans ce contexte, nous n'allons pas marchander notre soutien au pouvoir en place. Nous allons devoir commencer au sein du bloc de la majorité parlementaire, le BMP, où chaque dossier de ratification de loi venant du pouvoir central, nous essayons d'analyser et d'accompagner le pouvoir central. L'idée de regroupement de partis est une nécessité perçue depuis déjà par certains leaders qui se réjouissent de son avènement. Déjà, depuis le 23 septembre, la dynamique unitaire avait connu le jour. Déjà, vous voyez, en ce temps, on avait compris que les partis qui se sont créés de façon exponentielle devraient fusionner vers un seul parti. Sinon, nous sommes appelés à disparaître. Le préfet de la Liborie salue le soutien de ces deux formations politiques au programme d'action de Patrice Talon. Je voudrais profiter de cette occasion pour vous dire toute ma satisfaction de voir une fois encore vos deux partis politiques fusionner avec d'autres partis politiques et pas des moindres. Le préfet, une fois encore, donne l'assurance à accompagner tout acte de nature à faire la promotion du programme d'action du gouvernement. Au chapitre économie, l'Agence française de développement dévoile ses opportunités d'affaires et de financement aux chefs d'entreprise ainsi qu'aux opérateurs économiques du Bénin. C'est pour permettre à ces promoteurs privés de mieux maîtriser les instruments financiers de l'agence afin de bénéficier des facilités qu'elle offre pour le développement de leurs activités. Eux qui sont sollicités donc à contribuer au programme d'action du gouvernement. Jérôme Rongbo, Bruno Hotekpo. Mieux appréhender les outils de financement du groupe de l'Agence française de développement AFD et être incité à concourir, c'est l'objectif poursuivi par cette rencontre à pur caractère économique. La séance se tient dans un contexte marqué par la nécessité affichée par le gouvernement de placer les entreprises et le secteur privé au cœur du développement. D'ici 2030, nous aurons besoin de 61% du PIB de ressources additionnelles. Ces ressources-là, pour l'essentiel, doivent venir du secteur privé parce que c'est le choix que nous avons fait dans la mise en œuvre de nos politiques économiques. Et donc, vous voyez l'importance d'avoir à nos côtés une institution comme l'AFD et je suis vraiment très heureux que l'AFD s'associe à nous pour cet exercice important. Monsieur le directeur régional, je voudrais vous remercier et avec votre directeur national, souhaiter que les entreprises ici présentes saisissent au bon cette opportunité pour échanger et voir les pistes nouvelles qui peuvent se présenter à elles. Proparco, fenêtre unique de financement du secteur privé, est le bras opérationnel de cette agence. Au Bénin, nous avons déjà mobilisé, AFD et Proparco, nos compétences et différents outils financiers, des subventions, des fonds européens délégués, des garanties ARIS ou des lignes de crédit Sunref, à destination à la fois des acteurs privés, publics et des banques, afin de faciliter l'accès au financement, d'appuyer ce secteur productif et de contribuer à l'amélioration du dialogue public-privé. Le gouvernement a entrepris des réformes visant en priorité à améliorer le climat des affaires, diversifier l'économie et promouvoir ainsi une croissance forte, durable et inclusive.
Je peux vous assurer, Monsieur le ministre d'État, Mesdames et Messieurs, du soutien de la France pour contribuer à l'atteinte de ces objectifs. Au terme du présent séminaire, les participants seront à même d'ouvrir d'autres pans de leurs investissements avec à la clé des créations d'emplois et la possibilité d'accroître le produit intérieur brut. La Direction générale des affaires économiques du ministère de l'économie et des finances réfléchit aux enjeux et défis de la formation et de l'emploi au Bénin. Les travaux ont regroupé plusieurs personnalités du monde de l'emploi, des cadres du ministère de l'économie ainsi que ceux du ministère de l'enseignement supérieur. Voici le reportage de Gilles Dansou et de Françoise Insou. Adéquation, formation, emploi. Cette problématique reste un défi permanent pour le système éducatif béninois. Il est alors important de mettre un accent sur la formation technique et professionnelle afin de mettre en place un environnement économique favorable au développement. Les qualifications des demandeurs d'emploi reflètent en grande partie les caractéristiques du système éducatif national. En effet, 79,3% des étudiants sont inscrits dans les facultés d'enseignement général, au détriment des facultés et écoles de sciences et techniques. Dans le secteur privé, 75% des heures de formation se situent dans le domaine tertiaire, c'est-à-dire secrétariat, comptabilité, gestion, commerce, économie. Il devient alors impérieux d'adapter nos plans de formation aux réalités de l'emploi, ceci pour réduire le chômage des jeunes. Il s'agit donc pour nous de créer un environnement économique favorable au développement de tous les secteurs. Et c'est pour cela que nous faisons l'effort chaque année d'envoyer des étudiants en formation dans des universités à l'extérieur où nous n'avons pas les formations sur le terrain. L'école de médecine vétérinaire, par exemple, reçoit chaque année des formations parce qu'il y a un besoin dans ce secteur. L'école de formation en métrologie reçoit aussi des formations, des bourses et des boursiers pour des formations dans ce secteur. Le gouvernement, depuis quelques années, s'attelle à trouver des solutions à la question de l'emploi des jeunes. Le gouvernement met ainsi l'accent sur l'employabilité des jeunes en créant et en investissant dans des filières cibles, techniques et professionnelles à travers les 4 filières que sont les métiers du bois, de l'agriculture, du tourisme et de la mécanique auto. De cette rencontre sortiront à coup sûr des résolutions pour la création d'emplois plus sûrs et durables. Nous voici à la fin de ce bulletin d'information. Merci de l'avoir suivi.
Merci de votre fidélité à la télévision nationale. L'émission c'est 5 sur 7 matin. Nous sommes jeudi 8 novembre 2018, jeudi de la politique. Par ici, nous abordons essentiellement aujourd'hui dans le forum de discussion le rôle des femmes et puis leur engagement en politique réellement. Est-ce que la politique et les femmes, ça fait bon ménage? En réalité, nous nous posons la question. Quelques femmes viendront sur ce plateau dans quelques petites minutes pour pouvoir justement nous parler de leur expérience en politique. Nous allons pouvoir recevoir également dans un instant Benoît Degla, le député de la mouvance présidentielle que nous avons commencé donc par recevoir déjà dans la première heure de cette émission. Il sera là avec Gilles Dansou dans un instant. Mais avant, nous restons avec vous, précieuse Akwefa Akwehonou, pour revoir donc les unes des quotidiens parus et parvenus ce jour à notre rédaction. Nous allons pouvoir démarrer par le quotidien du service public, le journal La Nation. Précieuse. Eh bien, Ricardo, on démarre avec le quotidien du service public. Vous l'avez dit, enseignement supérieur au Bénin, ce qu'on reproche aux promoteurs d'établissements privés. Vous avez la liste des écoles fermées. Toujours à la une du journal La Nation, meilleure gestion de la transhumance frontalière au Bénin. Le gouvernement prend le taureau par les cônes. Gestion des déchets solides ménagers, un taux de collecte de 80 à 90% envisagé dans le Grand Nokoué. Le journal qui parle également de l'assainissement et de l'hygiène en milieu rural et nous dit que les préfets s'engagent. Nous allons voir un autre quotidien, le journal Le Matinal. À présent, Le Matinal qui revient donc sur l'année universitaire 2018-2019. Le journal nous apprend que l'ISIC et 23 établissements donc privés d'enseignement supérieur sont homologués. La liste donc de ces 23 établissements privés d'enseignement supérieur, cette liste est à découvrir dans les colonnes du journal Le Matinal. Et puis Le Matinal qui s'intéresse également à la visite de travail du chef de l'État à Oslo. C'est en Norvège. Patrice Talon rapproche le Bénin de la Norvège, écrit le journal Le Matinal. Le Matinal également qui s'intéresse donc à cette actualité à la mairie de Cotonou. Mais que se passe-t-il de l'autre côté de l'hôtel de ville de Cotonou? Yonlonfon visé par un vote de défiance, nous apprend le journal. Et puis inclusion financière, les acteurs de la microfinance qui sont sensibilisés. On a le journal L'Indépendant. Matin libre plutôt. Matin libre, alors si vous voulez, Ricardo, Matin libre qui revient sur les voyages du chef de l'État à l'extérieur. Enfin, le bon bout avec les opérateurs économiques, s'interroge le journal. Appel contre les décisions de justice sous la rupture. La criette se saisit du cas Mentonyon. On voit un autre quotidien, L'Économiste. L'Économiste, gestion des banques au Bénin. Josiane Tchungui prend les rênes de la banque, c'est le journal qui l'écrit. Et puis, promotion de l'économie bleue, le président Patrice Talon à la conquête des investisseurs en Norvège. Et puis, cet article à lire donc dans les colonnes du journal L'Économiste également. Commerce, les boutiques de portables explosent à Cotonou. Eh bien, c'est une... En plus, c'est vrai. C'est vrai. Un autre journal, c'est fini. C'est fini pour ce matin. Bon, d'accord. Enfin, merci beaucoup. On Merci. vous retrouve demain donc. À demain. C'est bien cela. Portez-vous bien. Passez Bonne journée. Un excellent jeudi. Et puis, nous, on vous rappelle rapidement la question du jour relative à l'actualité politique de la femme chez nous. Comment la femme peut-elle réussir son engagement en politique au Bénin? Vos commentaires nous intéressent. Postez-les sur Facebook, sur Twitter, ou si vous préférez WhatsApp, c'est le 61 19 88 88, le 61 19 88 88. À propos, nous aurons tout à l'heure la chronique de Osias Sounouvou qui nous parle donc de l'engagement de la femme en politique au Bénin avec le « Je t'aime, moi non plus ». Est-ce que ça continue?
Bien sûr, c'est la question qu'il se pose aujourd'hui. Mais nous allons poursuivre notre entretien avec l'honorable Benoît Degla, à qui nous allons poser justement cette question que nous vous avons adressée. Nous allons réinstaller Benoît Degla et Gilles Dansou pour poursuivre cet entretien avec lui. Nous installons donc Gilles Dansou. Prenez place. Merci, honorable, de revenir sur ce plateau. Gilles Dansou, à vous. Merci, honorable. Nous avons promis revenir pour parler de l'engagement de la femme en politique. Dites-nous un peu quelle place occupe la femme dans les choix stratégiques, dans les positionnements au niveau de votre formation politique d'abord. Oui, il y a un constat, merci. Il y a un constat qu'il faut faire déjà, un constat pas très reluisant, celui de croire que la femme doit être celle-là qui acclame, qui chante et qui fait l'éloge, qui galvanise les foules et qui s'est fait valoir simplement à l'occasion de l'apparition d'un homme politique. La femme, elle vaut beaucoup mieux que ça, plus que ça. Il faut déjà constater que nous avons, chez nous au Bénin, cette propension à croire que la femme doit, dans la fixation des stratégies, elle doit être celle-là qui doit servir simplement d'accompagnatrice. On ne la met pas au devant on ne la met pas au devant de travailler avec ceux-là qui prennent les décisions. Qui doit la mettre au devant? Oui, je dis c'est une carence. En fait, je parle de la classe politique en général, les présidents des partis, lorsque vous prenez un bureau politique, un bureau exécutif, vous voyez la place qui est accordée à la femme, c'est comme si c'était par pitié. Ouais. C'est une place sur peut-être 20, 2 places sur 50, etc., etc. Pourtant, elles valent beaucoup mieux que ça. Moi, je pense que... Est-ce que vous ne les flattez pas, Benoît Degla? Non, c'est pas que je les flatte. C'est pas que je les flatte. J'étais pour un combat de valorisation de la femme en politique. Pourquoi? Parce qu'il faudrait qu'elle prenne part en tant qu'acteur de la société, en tant qu'inter-égaux de l'homme, puisqu'elles sont dotées de la même compétence, de la même capacité, parfois de niveau supérieur, etc., etc. Et elles doivent pouvoir prendre part à la gestion de la chose publique. Elles doivent aussi s'impliquer valablement. Mais on constate que l'environnement sociologique, parfois, n'est pas favorable à l'éclosion de ces femmes qui, véritablement engagées, acceptent d'aller au combat. On a vu quelques femmes, mais ça s'est arrêté là. Des femmes ont été candidates aux élections présidentielles. Vous avez vu le score. Elles n'ont pas été supportées, même par leurs propres sœurs femmes. Donc il y a un problème sociologique. Ça veut dire que les femmes, entre elles-mêmes, le problème se pose. Tout à l'heure, vous avez passé... j'ai lu, non pas un reportage, mais j'ai lu les paroles de sage. Les paroles de sage de Guigou, Elisabeth Guigou. Elisabeth Guigou, mais c'est vrai. Elle dit si une femme politique est jolie, on sous-entend qu'elle couche. Qu'elle couche, et quand elle est quelconque, on pense qu'elle est un tas. C'est un peu ça, hein. Ça. Pour revenir chez nous, c'est un peu encore plus... Voilà. Vous voyez? Non, c'est un problème qui est posé partout. Alors, je pense que c'est un appel qui est lancé aux responsables des partis politiques pour que la femme puisse avoir un rôle plus important à jouer au sein des organes, des instances de décision. Je reviens encore sur le projet de révision de la Constitution qui aurait pu consacrer une part importante aux femmes dans leur participation au débat politique. Malheureusement, mais c'est des hommes et des femmes qui ont combattu encore ce projet. Ça, c'est des questions que nous nous posons. Enfin, peut-être qu'ils ne l'ont pas combattu rien que par là, mais qu'ils ont combattu d'autres aspects. Mais il y a des choses qui sont essentielles. Il y a des choses qui sont parfois essentielles. Il y a qu'on ramène parfois c'est l'occasion pour elles, plus nombreuses, de faire un front
ne sais pas si vous me comprenez, On ça vous aurait suit été très pour bien. elle l'occasion de faire front et d'aller nombreuses dans les instances de décision des partis, dans la gouvernance politique, et peut-être qu'elles feront développer autrement notre pays. Elles attendent peut-être les hommes. Mais pourquoi elles doivent attendre les hommes? Parce que que l'homme ne donnera pas. Ah bon? Mais en politique, malheureusement. Donc vous ne donnez pas? Écoutez, tout s'arrache parce que moi, on ne me l'a pas donné. Ah bon? On ne me l'a pas donné, on ne vous donnera pas en politique. Vous menez le combat qui est le bon. Et un combat qui n'est pas facile. Qui n'est pas facile. Quand mais il faut on le est mener femme, quand c'est même. pas facile, Benoît Degla. Oui, j'ai dit, il y a des facteurs sociologiques dans nos régions, il y a ces facteurs-là, mais il faudrait qu'elles acceptent aussi. Mais il y en a qui le font. Il y en a qui le font. Elles ne sont pas nombreuses, malheureusement. Il est à souhaiter que dans les élections à venir, que nos sœurs soient plus nombreuses sur les positionnements. Et pourquoi pas qu'elles... Et pourtant, c'est vous qui devez les positionner, ça vous le savez, entre la profession de foi et puis la réalité qu'elles se distinguent, et puis bon, il n'y a pas de, il n'y a pas de mal. Vous avez dit qu'elles valent beaucoup mieux parfois, et pourtant... Mais je l'ai dit, et tout à l'heure, je reviens à ce que j'avais dit tout à l'heure, je vous dis, s'il doit avoir un arbitrage, je souhaite que cet arbitrage tienne compte de la femme. Benoît Degla, j'ai l'impression que vous contredisez un peu parce que vous dites qu'elles ont le talent, qu'elles ont les capacités. En même temps, vous dites qu'elles se distinguent, il faut qu'elles se battent. Écoutez, alors, je ne peux pas aller chercher la tante qui est au village, qui ne sait pas, qui ne sait rien d'autre que qui m'applaudit lorsque j'arrive. Je dis, quand je dis l'engagement, l'engagement, c'est les réunions, la prise de parole, le courage de donner son point de vue. Mais il faudrait que vous leur facilitiez la tâche. Mais alors, nous disons tous la même chose. Je ne suis pas en contradiction avec moi-même. Je répète que lorsque j'ai dit il y a un facteur sociologique que les femmes doivent transcender. Il y a un complexe en elles-mêmes, en beaucoup d'entre elles-mêmes, qu'il faut transcender. Oui. Le peu de femmes qui a émergé, vous avez vu leur résultat, comment ça a été catastrophique. Je souhaite que les femmes elles-mêmes se mettent ensemble. Ça puisse, n'est-ce pas, intérioriser le fait qu'elles sont plus nombreuses, elles sont aussi intelligentes que les hommes et qu'elles ont le droit aussi de contrôler et de gérer la nation béninoise. Absolument. Voilà. Merci beaucoup, honorable Degla, d'être venu sur le plateau de 5 sur 7 matin. Gilles Dansou, merci. Merci Serge, merci Ricardo. Merci Gilles. Merci beaucoup à vous. Merci beaucoup. Bonne journée. On marque une courte pause, le temps d'installer Ozias Sounouvou pour sa chronique et de faire, bien sûr, le débat au forum. Oui, c'est un sujet important, l'engagement de la femme en politique, la femme politique au-delà des pesanteurs. Il faut en parler avec Ozias Sounouvou ce matin. Bonjour Ozias. Bonjour Ricardo, bonjour Serge. Bonjour Ozias et bienvenue. Aujourd'hui, vous nous dites que c'est du « je t'aime moi non plus ». Est-ce que ça continue avec un gros point d'interrogation? Est-ce que c'est une histoire éternelle au Bénin, la femme et la politique, la femme béninoise et la politique sur le mode « je t'aime moi non plus ». C'est l'interrogation qui me vient à l'esprit quand je vois la montée de plus en plus irrésistible des femmes sur la scène politique. On est à la veille des élections. Ouais. On est au lendemain du vote du code électoral et vous avez bien fait de défricher le sujet avec le député qui vient de passer. Ma chronique suit un peu sa trame mais avec des interrogations beaucoup plus profondes. Alors, je commence par cette interrogation justement. Femme béninoise et politique, je t'aime moi non plus, histoire éternelle. Cette interrogation d'un psychodrame frisant l'amour impossible mérite d'être posée à la faveur de la montée de plus en plus ostensible de plusieurs groupes de femmes sur la scène médiatique. Des apparitions féminines collectives depuis le vote du nouveau code électoral pour affirmer du soutien politique à tel ou tel leader, ralliement à tel ou tel bloc, opposition comme pouvoir. Mais rien de plus. Soutenir et appeler leurs congénères à soutenir tel l'agenda, l'ambition affichée par ces femmes amazones prêtes à tout pour combattre en faveur d'un leader charismatique, de préférence un homme. Mais quant à des rôles de premier plan pour elles-mêmes, rien. Appel de femmes et du plus grand nombre à soutenir des femmes à se hisser en politique, eh bien, rien. On n'entend pas ce genre d'appel
dans la bouche des femmes qui sortent pour appeler à soutenir des leaders plutôt mal MA sans circonflexe LE. Ce sont, par exemple, les femmes du Parti de l'Union sociale libérale, USL, qui apportent leur soutien à leur leader charismatique en incitant leurs congénères à tout faire pour acter tout prochainement leurs droits et devoirs civiques de vote contre l'adversaire de leur leader. Ainsi en est-il aussi des femmes dites déçues par Talon, invitées par Azanaï à sonner la mobilisation contre son désormais intime adversaire, pendant que celle de son adversaire désigné sonne l'alerte générale féminine derrière le PAG et donc derrière son leader. De sorte que derrière ces leaders mâles, MA, accent chapeau LES, se forment des escadrons de femmes politiques ayant visiblement plus vocation de suiveuses que celle des premiers rôles. À la décharge de nos escadrons fémino-politiques, on pourrait invoquer des obstacles qui en ont, pesanteur socio-culturelle, réductrice de la femme au foyer, et plutôt belle seulement quand elle est taiseuse ou esclave du foyer, faiblesse économique, pauvreté, analphabétisme à visage féminin, bref, machisme mâle dans le système social partisan légal et déficit de confiance mutuelle fémino-féminin. Il y a un instant, dans les échanges avec le député, cela est ressorti. Les femmes se font très peu confiance. Pourtant, elles font la majorité. Et s'il y avait un fort capital de confiance entre les femmes, ça se saurait avec les candidatures féminines éternelles, opiniâtres, mais qui n'aboutissent pas au Bénin. Mais à les dresser, ces obstacles-là, dans la tête comme des montagnes inamovibles, c'est être complice de l'éteignoir de ses propres rêves. Aucun rêve ne s'accomplit tant qu'il n'est objet de conviction et de foi affirmée, réaffirmée, proclamée, poursuivie sans relâche. Or, nos escadrons féminins de soutien n'en affirment pas assez, surtout pas à l'occasion de soutien apporté généreusement, sans une revendication ni prétention de rôle majeur en échange. Pain béni donc pour le mâle dominant, assuré dans le confort de son machisme séculaire. Se river soi-même des obstacles d'ascension comme le font les femmes contre elles-mêmes, c'est ranger dans l'oubli les modèles féminins qui font exemple, quoique rares, et qui ont su donner corps aux lointains rêves de la femme. Chef d'État, par exemple, Ellen Johnson Sirleaf au Libéria, Joyce Banda au Malawi, élu en 2012, Nkosazana Dlamini Zuma, président de l'Union africaine, Célestine Zanou, première femme directeur de cabinet présidentiel sous Kérékou, Concepcia Ouinsoum, Elisabeth Poyon, présidente de la Cour constitutionnelle, Françoise Médégan, Madame Becha Fouda, présidente de la Haute Cour de justice, Maître Marie-Élise Bédo, opiniâtre, candidate à la présidence 2001, 2006, 2011, 2016, et peut-être reviendra-t-elle encore, sait-on jamais. Les différents trônes occupés par ces différentes personnes ne sont pas des citadelles imprenables par d'autres femmes qui doivent se résoudre à les tenir seulement pour d'uniques figures d'exception. Mieux encore, des pays africains modèles au plan mondial ont essayé la représentativité féminine équitable par un volontarisme et ne s'en portent aujourd'hui pas si mal que ça. Par exemple, le Rwanda avec 63,8% de représentativité politique, le Sénégal, l'Afrique du Sud, la Namibie, le Mozambique, l'Éthiopie et l'Angola. Ils ne sont pas nombreux, certes, mais ils sont déjà tant de raisons d'y croire, pas en faisant juste des cohortes d'armées d'Amazon de soutien au mâle dominant, mais aussi à une, deux, trois, des dizaines, des centaines, voire des cohortes de braves femmes compétentes. Mais alors, il faudra mener la nécessaire bataille des indispensables lumières, de l'éducation, des compétences, de la formation à la citoyenneté politique, autant qu'elle légitime la quête du droit politique de représentativité. Femmes politiques béninoises, arrêtez d'être juste des souteneuses d'hommes politiques, mais faites-vous ici aussi pour atteindre des cimes. Merci. Osias, on fera le débat tout à l'heure avec des femmes politiques, justement, qui vont nous rejoindre sur le plateau. On marque la pause qui nous permet d'ailleurs de les installer. Pour moi, le droit à la santé, c'est encourager les hommes à faire le dépistage du VIH. Pour moi, le droit à la santé, c'est donner à tout enfant la chance de naître sans sida. Pour moi, le droit à la santé, c'est promouvoir les droits des personnes vivant avec le VIH.
mi se moye mi na tron wa itengberopo e gba fi nu peno gonu beneto oton soro tenu mi wa lo dagbe e mi lu na zan bo beneto mi tere inu ko ganjie jo amo mi ton e yesun fan bo doji ganji la ipon e fi la meno dagbe yo ndudu abinu sisof note temeteme e do o khade le gesi do to be fie. Elles doivent surmonter les obstacles à la présence des hommes, notamment en politique. Elles, ce sont les femmes qui doivent faire un effort, diront certaines personnes, pour pouvoir réellement s'imposer, pour pouvoir réellement prendre leur place en politique. Mais réussissent-elles réellement à pouvoir relever ce défi? Est-ce que les hommes leur facilitent réellement la tâche ou elles devraient pouvoir elles-mêmes courir, se battre pour pouvoir mériter cette place? C'est là la grande interrogation à laquelle nous allons pouvoir répondre dans cette, je dirais, dans ce forum de discussion avec des femmes et des confrères journalistes, des collègues qui pourront également opiner sur cette question. Nous recevons donc à cet effet Madame Habib Raïssa, vous êtes membre de la direction exécutive du PRD, c'est cela? Oui, bonjour. Bonjour. Juste à vos côtés, Omédienne Koukoui Sonon, vous êtes membre de la Ligue des femmes de l'Union fait la Nation. Exactement, bonjour. Bonjour. Il faut préciser que vous êtes biochimiste, c'est ça? Oui, physiologiste, maître de conférences des universités, enseignante, chercheur à l'université... l'Université nationale des sciences, technologies, et ingénierie et mathématiques. C'est bien ça. Merci d'avoir accepté notre invitation. Et puis en face, Osia Sonovo, merci de rester. Merci. Et puis Gilles Dansou, qu'on retrouve évidemment. Merci. Monsieur Gilles Dansou. Alors, vous avez entendu tout ce qui se dit des femmes en politique. On ne va pas revenir forcément sur tout ce qui vous bloque. Mais en quelques mots, quels sont les obstacles que rencontrent les femmes dans leur parcours, surtout politique? Bonjour, merci. Pour Habib, Habib, prends la main. D'accord, merci. Les obstacles que nous rencontrons principalement sont liés aux mentalités des hommes. Le sexisme, nous le recevons et nous le recevons en permanence. Des phases désobligeantes. C'est comme tout à l'heure, M. Ozias a commencé par parler d'irrésistible. Ce sont des termes qu'il n'aurait jamais employés s'il avait parlé d'hommes. Commençons déjà par changer nos mentalités et certains vocabulaires que nous employons à l'égard des femmes. Tout à l'heure, l'honorable Deglé était là. Je suis sûre que s'il avait fait une présentation de l'honorable, il n'aurait jamais employé des petites subtilités linguistiques de ce genre. Donc déjà, c'est déjà un premier frein. Nous nous engageons en politique, certes, mais j'aimerais bien qu'on dise Madame Habib, juriste, ou Madame Habib, déléguée chargée des relations politiques au sein du PRD, mais pas forcément à une très jolie dame qui arrive, bonjour, c'est la charmante demoiselle. Tous ces qualificatifs, excusez-moi, sont déjà des barrières. Et nous le recevons en permanence. Les hommes croient nous flatter, mais j'aimerais bien qu'ils disent la même chose à M. Serge, disant « Ah, vous avez une jolie cravate aujourd'hui, vous êtes charmant, vous ne le ressentez pas. » Voici déjà une des premières. J'ai raté l'occasion de le dire aujourd'hui. Bon, ça c'est entre vous. Mais permanemment, nous ressentons cela. Vous avez une proximité qui peut peut-être emmener à cela. Nous, pas forcément. Donc déjà, tous ces freins sont, au-delà encore, comme vous l'avez précisé, des pesanteurs sociaux que nous subissons aussi au quotidien. Mais bon, nous ne sommes pas des victimes et nous, la preuve en est, nous sommes là. Merci. Est-ce que Omédine dirait la même chose? Ben, je dirais, je reconnais que les femmes rencontrent beaucoup d'obstacles dans leur parcours politique. Déjà parce que nous sommes dans un contexte socio-culturel qui donne beaucoup de pouvoir à l'homme, ce qui fait que la femme, elle est léguée au second rôle et elle est souvent confrontée au fait qu'il faut prendre la permission chez l'homme pour faire quoi que ce soit. Donc ça, c'est déjà un frein. Ensuite, nous avons le manque de confiance de la femme parce qu'ayant grandi dans une société où c'est l'homme qui est tout, qui a tout le pouvoir,
cette femme-là, elle n'a aucune confiance en elle et elle a peur de prendre les premiers rôles. Donc, je pense que c'est surtout notre contexte socio-culturel qui pose problème. Oui. Alors, Osias a parlé dans sa chronique d'un déficit de soutien féminin. Voilà. Comment est-ce que cela s'explique? Oui, ce déficit est réel. Ce déficit est réel. Et je pense que c'est toujours l'environnement qui crée tout ça. Oui, parce que c'est pas lié aussi à la nature de la femme, c'est l'incarnation de ce qu'on appelle la jalousie. Bon, en fait, la jalousie a été créée pour la femme ou par la femme. Non, je ne sais pas si c'est réel, je ne sais pas qui l'a dit, qui l'a souligné. C'est une remarque que j'ai. Bon, c'est une remarque, nous le constatons aussi, mais est-ce que la jalousie n'est pas masculine aussi? Mais est-ce que les hommes ne se jalousent pas? Seulement que peut-être que les hommes ont une autre façon de manifester leur jalousie qui est différente de celle des femmes. C'est vrai, ils se tapent dessus tout de suite, ils se déchirent. Voilà, ils se déchirent. La femme, elle garde, elle est taiseuse. Les femmes, elles sont beaucoup plus subtiles et tout ça. Mais en réalité, les femmes, la jalousie, elle est vous ne vous faites pas naturelle. confiance. Vous ne vous faites pas confiance. Oui, je suis d'accord. La femme ne se fait pas confiance. Et pourquoi? Et ça, je dis, c'est parce que dans notre société, on nous a éduqués de cette manière où la femme est léguée au second rôle. Ouais. Ce qui fait elle est au back-office. Exactement. Donc, elle a un rôle d'accompagnatrice. Ouais. Elle accompagne, c'est pas elle qui prend les décisions. On a grandi avec ça et c'est surtout ça qui pose problème. Oui, Raïssa. Ok, merci. Je rejoins ce que vient de dire ma collègue. Effectivement, les femmes sont jalouses, elles sont émotives, elles ont tous ces qualificatifs. Et effectivement, de nous dire aujourd'hui que notre propre frein à nous-mêmes sont les femmes. Ça, c'est une réalité, nous ne pouvons pas revenir dessus, mais je pense aussi que les mentalités changent. Les mentalités changent parce que nous sommes cette génération aujourd'hui qui n'avons plus peur d'aller affronter les hommes. Décomplexés. Nous sommes décomplexés totalement. C'est la génération où je me dis que de moins en moins, ça devient spectaculaire de voir une femme occuper des fonctions, de hautes fonctions, même si encore c'est souligné. Il y a quelques semaines, on a élu une femme, le Parlement éthiopien a élu une femme, à l'unanimité. Donc, on n'en a pas fait une esclandre comme il y a quelques années quand Hélène Sirleaf Johnson a été élue ou les candidatures femmes. Aujourd'hui, ça devient presque banal. Donc, allons petit à petit, nous changeons d'étape. Le Rwanda, le Sénégal, tous ces pays. L'Afrique n'est pas en reste. Ce problème que nous rencontrons actuellement sur la représentativité des femmes dans les instances de décision, ce n'est pas cyclique à l'Afrique. Ça se retrouve dans tous les pays, même aux États-Unis, où il y a moins de 30% de femmes qui sont au Congrès. Absolument. Et pourtant, c'est des nations dites ouvertes. D'accord. Oui, je pense que, Serge, le débat est beaucoup plus politique ici. Engagement de la femme politique. La politique, ce n'est pas une question d'enfant du cœur. Nous sommes tous d'accord là-dessus. Et c'est les plus gros qui broient les plus faibles. Donc d'abord, la femme doit nécessairement se mettre en confiance quand elle va sur le champ politique. C'est pour dire que nous allons faire ce débat un an après, nous dirons pratiquement les mêmes choses. Il semble que nous n'avançons pas véritablement. Vous avez donné l'exemple de Hélène Johnson Sirleaf tout à l'heure. C'est parce qu'elle, à un moment donné, elle s'est battue, elle s'est fait confiance, elle s'est dit, je peux y aller. On ne sent pas cet engagement chez la femme. Je me rappelle, le régime passé, il y avait un quota qui était attribué à la femme dans le gouvernement. Mais à un moment donné, ça a été mis de côté et paf, aucune réaction. Je pense que la femme aujourd'hui a beaucoup plus fort à faire que de se mettre véritablement en confiance et d'aller au-devant de la scène, de se prononcer, de faire des débats techniques, que de s'occuper des subtilités, des petits mots, jalousie, etc. Véritablement, on va pas... Alors finalement, la question c'est, est-ce que les femmes sont vraiment prêtes? Est-ce que les femmes sont prêtes? Je dirais que certaines femmes sont prêtes parce que je ne peux pas dire que toutes les femmes sont prêtes parce qu'il y a toujours le frein qui est là. Maintenant, les femmes qui sont prêtes, c'est que ces femmes-là doivent vraiment s'engager. Elles doivent avoir une conviction, elles doivent savoir ce qu'elles veulent faire. Et en ce moment, elles vont être passionnées et elles vont tout laisser tomber, tous les freins et pouvoir s'afficher.
Donc, c'est surtout ça le problème. C'est plus facile à dire qu'à faire. Oui, je sais, c'est plus facile à dire qu'à faire, mais il faudra le faire. Il faut franchir le pas. Ouais. Donc, moi, je profite de l'occasion pour exhorter les femmes à franchir le pas parce que nous représentons la majorité de la population. Nous n'allons quand même pas laisser les hommes prendre les décisions qui nous engagent à notre place. Donc, c'est vraiment très important que les femmes s'engagent en politique. Le problème, puisque nous avons une société patriarcale, c'est que les femmes ont besoin d'un coup de pouce. Parce qu'il est vrai, il faut s'engager, il est vrai qu'il faut avoir la conviction, mais nous risquons d'être broyés. Nous risquons d'être broyés par les hommes. Et comme l'a dit l'honorable tout à l'heure, mais j'ai mérité ma place, je ne vais pas laisser ma place à quelqu'un. Il faut que la femme aussi lutte pour avoir cette place-là. Donc, pour pouvoir lutter... Mais vous qui êtes déjà dans les partis, est-ce que vous avez ce cran-là pour vous créer de la place? Je prends par exemple le PRD. Bon, enfin, PRD, peut-être qu'il n'existera plus bientôt parce qu'il y aura les Républicains. Est-ce qu'il y a des femmes qui se bousculeront sur la liste, qui vont pouvoir se faire positionner véritablement au-devant de ces hommes qui sont plutôt de gros requins? Nous le souhaitons, nous le souhaitons. Ah, vous le souhaitez? Oui. En fait, vous le souhaitez. Vous n'êtes pas prête. Vous n'êtes pas prête. Vous n'êtes pas prête à le faire. Vous êtes dans la passivité. Non, nuançons. Vous venez de dire, est-ce qu'on va se battre pour... que ce soit homme ou femme, il y aura une bagarre sur les positions. Oui, je ne veux pas parler des hommes, parce que les hommes, ils sont bien nombreux, on les connaît d'ailleurs, et si on ne les positionne pas, enfin, eux, ils sont prêts à aller créer d'autres choses. Tout comme nous aussi, tout comme eux, ils sont prêts, tout comme les femmes aussi sont prêts à s'engager. Et n'oublions pas aussi que le PRD est l'un des partis qui fait aussi la promotion de la femme, autant des femmes que des jeunes, dans toutes nos instances de décision au sein du parti. Il y a eu très peu de femmes députées PRD depuis plusieurs années. On est d'accord, mais pourquoi? Parce que c'est la réalité aussi du terrain qui le veut. Cette réalité-là, ne nous leurrons pas. Quand aujourd'hui on met en place des structures, nos structures au sein des cellules, il y a très peu de femmes, et pourtant elles sont les premières militantes. Il y a très peu de femmes qui veulent prendre des postes de responsabilité. Donc il faut aussi que nous sensibilisons si vous voulez, qu'on arrive à avoir des responsabilités, à prendre encore plus de pouvoir, avoir plus de femmes dans les instances, il faut aussi que ces femmes-là, au bout d'un moment, se décident à y aller. Elles sont combatives. Bien sûr que ma place, je vais l'arracher. Je ne vais pas attendre que Monsieur Serge, Monsieur Ozias me disent « Ah, Raïssa, je sais ta place, je vais y aller. » Non. Là, c'est une annonce que vous faites au leader de votre parti, sur ce plateau. Non, c'est pour vous dire que nous arrivons. Oui, nous serons cette génération de jeunes et de femmes qui voulons aussi participer au pouvoir. La preuve en est, je suis à la direction exécutive d'un parti qui m'a aussi offert cette opportunité. Donc, ce n'est pas parce que je suis juste une femme, c'est aussi parce que j'ai des convictions. Mais est-ce que vous êtes écoutés au sein de votre parti? Nous sommes écoutés. Nous représentons, comme Madame a dit tout à l'heure, 50% quand même de la population, autant jeunes et autant femmes. Donc, comment voulez-vous qu'aujourd'hui, on ne nous écoute pas? Alors, si vous voulez bien, pour changer la donne, moi, je suis à la fois d'accord avec vous, mais je me détache un peu de certains de vos arguments, des arguments, des clichés sexistes dont vous parlez. Moi, je pense que c'est plutôt des clichés occidentaux que vous érigez dans votre tête comme des barrières. Ce n'est pas le même contexte. Et puis, ceci dit, et ça, c'est tout, il y a pas mal d'études et de théories même en matière de psychoéducation qui établissent que quand vous détruisez chez l'individu l'estime de soi, soyez sûr que vous n'en ferez qu'un déchet humain après. Quand on vous envoie des qualificatifs, des fleurs, je ne vois pas en quoi c'est réducteur. Au contraire, vous devrez en prendre grain pour dire oui, je suis un être, j'ai de la valeur. Et puis après, derrière, il faut juste ne pas accepter qu'on vous réduise à une mollesse de l'être féminin. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, il faut faire la part des choses et ne pas tout de suite regimber, réagir par rapport. Non, mais je vous trouve charmante. Pourquoi ça va vous faire mal que je vous le dise? Non, merci. Ça vous remet en confiance. Et au-delà de ça, charmante, mais avec un supplément d'âme et de compétences, il y en a plus. C'est ce qui vous vaut, d'ailleurs, votre position. Là où vous êtes. C'est la première fois que je vois une femme aussi jeune ici à la direction d'un parti de cette envergure-là. Je vous en dis félicitations et j'espère que vous n'allez pas vous en arrêter là. Et je prends votre annonce tout à l'heure comme signal. Et pour finir, là où je suis d'accord avec vous deux, il faut un coup de pouce.
Parce que après tout, c'est vrai, la réelle politique voudrait que les femmes se battent. Il ne faut pas qu'elles se trompent. Il faut qu'elles se préparent au combat politique. C'est un combat rude. C'est pas un monde de bisounours. On vient se bisouter, s'entraîner. Non, le combat est rude. Il faut en tenir compte, se battre. Certes, la combativité. Mais après, il faut se demander, c'est ce monde de brut-là qu'on veut construire? C'est ça l'idéal? Non, il y a des pays qui ont donné un signal. Le Rwanda, classé parmi les leaders mondiaux de promotion de la femme en Afrique. C'est heureux pour nous. Donc, d'autres pays, il faut encourager. Donc, faites de la pression. Faites de la pression. D'accord? Lorsqu'arrivent des journées de célébration de la femme, sous divers angles, je dis bien divers angles, prenez votre destin en main et puis faites des lobbies. En fait, c'est ça le truc pour justement inverser. Il y a eu une occasion ratée lors de la proposition de révision de Constitution. Vous l'avez dit, les femmes ont observé un silence coupable. Certes, à votre décharge, peut-être avez-vous peur d'être instrumentalisé, j'en sais rien. Mais après, on parle de réel politique, on parle de réalisme. Il fallait saisir cette occasion au bon et secouer la conscience. Nenni, on n'a pas vu ça. Donc, c'est important, je ne sais pas, il serait intéressant peut-être qu'elles nous disent par rapport à leur modèle. Parce que c'est des modèles qu'on a là. Comment vous avez pu vous hisser? Vos parents vous ont fait confiance. Quelle chance avez-vous eu pour vous hisser aux positions que vous occupez aujourd'hui dans la société? C'est très important. Et je vous dirai derrière après pourquoi j'ai posé cette question. Au fait, moi je fais partie de la Ligue des femmes de l'UN, donc c'est un creuset au sein du parti et le rôle, c'est de valoriser la femme. Comment vous y êtes venu? C'est ce qui m'intéresse. Ça vous a plu toujours depuis votre adolescence, depuis le collège, de faire de la politique, de vous battre, d'occuper des rôles de premier plan? Je suis venue là parce qu'à un moment donné, j'ai eu la conviction, j'ai eu l'envie d'aller me battre. Pour que les choses changent. C'est pas parce que vous avez eu des modèles féminins, c'est pas ça qui vous a inspiré, non? Modèles féminins, oui, j'ai eu des modèles féminins qui m'ont permis de me construire, d'être ce que je suis aujourd'hui. Vos parents vous ont soutenu? Bien sûr, mes parents m'ont soutenu. C'est ça qui m'a permis de faire mes études. Vos frères ne se sont pas moqués de vous, les frères? Absolument pas, on n'a pas cette éducation dans notre famille. Au contraire, vous savez pourquoi je le dis? Parce que moi, c'est pas pour ramener la question, ça n'a rien à voir. Moi, je suis l'aîné d'une fratrie qui n'a eu de présence féminine que pratiquement à la fin. Et donc, au bout de la chaîne. Oui, mais après, j'ai été éduqué à travailler, à prendre les choses en main, même les travaux domestiques et tout. Je vais surprendre des gens quand je vais dire que à la cuisine, je peux faire la pâte et tout. Pas forcément, hein, il faut être honnête. Mais voilà, donc c'est important aussi que dans le cocon familial, déjà, dès le départ, ça commence par là. Voilà. Est-ce que vous avez été éduqué à ça? Oui, j'avoue que j'ai un parcours de militante très, très jeune. Je me suis engagée, je pense, depuis le collège. J'ai eu la chance d'avoir fait des études à l'extérieur, où déjà aussi ça nous permet aussi d'avoir déjà un esprit militant, de nous libérer. Et j'ai aussi été élevée par des femmes battantes, ce qu'on appelle des leaderships, où nous, j'ai une éducation où, oui, la fille est l'égale de l'homme, où on doit se battre pour garder sa place. J'ai des modèles féminins, bien sûr. C'est pourquoi vous avez cet esprit en griffe rebelle. Bon, est-ce que j'ai un esprit réformiste que rebelle? Rebelle, c'est ce qu'on va vous dire. Mais réformiste, oui. Je me sens plus réformiste que rebelle. D'accord. Mais oui, très jeune, pas plus tard qu'il y a quelques années, j'ai créé une association avec des femmes, de femmes noires en France, où on s'engageait déjà sur ces questions-là, où on se faisait appeler les Rosa, en référence à Rosa Parks. Voici des figures que nous, de cette nouvelle génération, ne connaissons pas. Bien sûr qu'on a besoin de modèles. Mais ce sont des modèles qu'on peut s'inspirer, qui sont nos inspirations, mais pas forcément nos réalités du pays. Je suis rentrée, j'ai passé... Ces modèles, comment est-ce que vous parvenez? Quel est le schéma que vous mettez en place pour les égaler à un moment donné? Bon, le combat, c'est un combat perpétuel. Nous combattons... Vous les tenez comme modèle jusqu'à la fin, c'est ça? C'est les convictions. Je pense que tant que j'ai des convictions et que qui sont en adéquation avec mes objectifs et mon combat de vie, je vais toujours me servir de modèle. Que ce soit, Michelle Obama, que ce soit... c'est vrai que j'ai très peu de modèles africaines ou bien béninoises. Bien sûr que... Et pourtant, elles sont là au Bénin. Elles sont là. C'est ce que j'allais dire. Ouais. Quand je vois une Marie-Élise Bédot qui est combative, une Célestine Zanou, ce sont des femmes qui...
ou Madame Keke, et toutes ces femmes-là représentent aussi... Et Rosine Diarra-Soglo. J'allais finir par elle. Et la doyenne, Madame Rosine Soglo. Toutes ces femmes-là sont nos modèles. Il faut aussi que nous, au-delà d'aller chercher des modèles ailleurs, nous avons nos propres modèles sur le pays qu'on doit valoriser. Et voir cette nouvelle génération de jeunes aussi, où on doit leur expliquer que ce monde vous appartient, ce monde où vous devez vous engager. Si vous ne le faites pas, on va vous le faire à votre place. Après, ne venez pas. Donc, je veux, si je peux inspirer et impacter, oui, je le fais. Est-ce que vous n'avez pas peur de ce que les gens disent? Parce qu'aujourd'hui, Elisabeth Guigou nous dit ceci, si une femme est jolie en politique, c'est qu'elle couche, tout simplement. Bien sûr, ça fait partie, c'est les stéréotypes qui dénoncent. Bien sûr, c'est dommage, mais c'est une réalité. C'est une réalité où... Bon, on fait avec et on avance. Et on ne dit pas ça des hommes, et pourtant ils font beaucoup plus les... Bon, enfin, je ne veux pas dire le nom. C'est les pesanteurs, que voulez-vous? Oui, mais quelque part, en politique, est-ce que vous ne recevez pas ces pressions-là, justement, des hommes? On les a. Je ne vais pas vous le cacher. On va, bon, comme il a dit tout à l'heure, on va dire oui, elle est jolie, elle est ci, on a des rendez-vous. Mais après... Est-ce qu'on ne vous oblige pas à coucher? Bon, personnellement, non. Et non. Moi, je crois que... Médine. On laisse au Médine, s'il vous plaît. Cette histoire, elle n'est pas liée à la politique, hein, parce qu'elle est, partout. Elle est générale. Et moi, j'ai même peut-être l'impression qu'en politique, ça doit être un peu moins. Dans la mesure où la personne qui vient en politique, c'est qu'elle a déjà un niveau donné. Et sinon, c'est partout. Donc, c'est la mentalité. Elle soit devenue lambeau avant même d'en arriver voilà, donc c'est la mentalité. Et puis, c'est vraiment dommage. Et on va demander aux hommes d'être moins machos. D'être moins lapin, oui. J'ai une question d'éducation. D'éducation, exactement. Je pense qu'il faut sortir. C'est sûr que ce soit dans le milieu professionnel, quand une femme arrive à un certain stade, on va lui dire c'est une promotion canapé. Sortons de ces carcans-là. Bien sûr qu'il y aura toujours un jeu. C'est humain. C'est humain quand vous allez trouver une femme. C'est humain. Après, il faut savoir d'essayer. Mais il faut aussi savoir dépasser ça. Je pense qu'aujourd'hui, si je dis oui, je suis arrivée au poste que j'occupe aujourd'hui, c'est parce que j'ai des convictions, parce que j'ai travaillé pour. C'est pas parce que c'est mon physique qui m'a avantagée. Ou même si je ne renie pas qui je suis et je ne renierai jamais ça. Mais j'ai quand même bossé pour arriver là. Il y a deux questions tout de même, vous permettez. Deux questions tout de même. Elle vous passionne. Oui, bien sûr. La première, c'est de savoir finalement, depuis, ça fait presque 30 ans qu'on parle de ça désormais, si on fait référence à 90, bientôt 30 ans. Mais on en est toujours là, toujours la même rengaine. Selon vous, dans combien d'années est-ce qu'on peut estimer que les femmes, elles y arriveront? Au fait, moi, je veux commencer par l'enseignant-chercheur. Puisque vous le dites bien, depuis 30 ans, rien ne bouge. Enfin... C'est pas qu'il n'y a pas eu des velléités, c'est pas qu'il n'y a pas eu des femmes qui ont voulu. Mais le problème, c'est que très vite, ça s'émousse. Et dans ces conditions, qu'est-ce qu'il faut faire? Dans ces conditions, mais vous le savez, c'est l'environnement. Tout ce qu'on vient de dire. C'est l'environnement parce que la politique, elle est compliquée. La politique, elle est complexe. Il faut de l'argent, il faut beaucoup de choses pour pouvoir s'affirmer en politique. Donc, la femme, d'abord, avec les freins qu'elle a, déjà, si elle est avec un homme, si cet homme-là ne veut pas... J'allais vous le demander. Mais oui, si cet homme-là... Vous faites chez vous? Bon, j'ai un mari... ouvert, très ouvert, donc qui me laisse... Aller aux réunions jusqu'à 0 heure. D'autres oui, il a confiance en moi, donc ça se passe bien. Donc, comme... Mais ça aussi, c'est un problème, hein? La confiance qu'on doit avoir, et puis les hommes, ils sont plus directs en la matière, alors qu'eux, ils peuvent rester jusqu'à 1 heure, 2 heures. Parfois, ils attendent que vous alliez dormir pour prendre les décisions et ils le font exprès. Oui. Vous vivez ça? Bien sûr qu'on le vit, bien sûr. Bon, moi, je me rappelle aux dernières... On ne va pas personnaliser le débat, mais comment vous faites? Comment on fait? Mais je pense qu'il faut avoir... C'est sûr que le soutien est indispensable, que ce soit le soutien familial, le soutien du compagnon. Je pense que ce travail-là, si on devient des personnalités publiques et politiques, il faut que le compagnon aussi adhère. Bon, que ce soit madame ou moi, je pense que nous avons la chance d'avoir des compagnons qui nous soutiennent. Ça, c'est primordial. Parce que, vu ce qu'on reçoit aussi, il faut le soutien en permanence. Et je pense qu'il y a une ouverture d'esprit, une relation